Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme promis, pour un petit point lecture, puisque j'ai quand même réussi à lire 5 livres depuis Les Misérables. Donc, comme d'hab, il y a un peu tout et n'importe quoi. J'ai tout d'abord lu un livre, un essai en fait, parce que j'aimerais bien lire un peu plus de non-fiction. C'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup et je vais essayer d'alterner un peu entre fiction et non-fiction. Donc j'ai lu récemment l'essai Modern Romance de Aziz Ansari. Donc Aziz Ansari est un comédien humoriste américain que peut-être certains d'entre vous connaissent puisqu'il a joué dans la fameuse série Parks and Rec, qui est une série que j'aime beaucoup, entre parenthèses. Il a aussi joué et écrit et produit, je crois, la série Master of None, dont je vous avais parlé dans mon bilan des séries 2015. Ça commence à remonter un petit peu. Bref, il a récemment écrit un essai en collaboration avec un sociologue sur la romance moderne, comme son titre le laisse entendre. Il s'agit donc d'une étude conduite majoritairement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres villes du monde, concernant les modes de relation, la façon dont on vit nos relations aujourd'hui, au XXIe siècle. J'ai lu ce livre pour deux raisons. La première, c'est que Aziz Ansari me fait mourir de rire. J'aime vraiment beaucoup cet acteur. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir à dire? Et surtout, j'étais très curieuse de découvrir la façon dont il écrirait ce livre. Surtout sur ce sujet, je pensais que ça allait être assez drôle. Ce fut le cas. J'ai vraiment beaucoup ri. Parce que oui, c'est un essai, donc oui, c'est une étude sérieuse. Mais la façon dont c'est écrit, le ton qu'il emploie, c'est vraiment, ça m'a fait beaucoup rire. Donc rien que pour cette raison, voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Concernant le propos de l'essai, alors c'est vrai qu'on n'apprend pas grand chose de nouveau. Voilà, on vit tous au XXIe siècle, on sait à peu près tous comment les choses évoluent. Alors il parle de plusieurs choses. Il parle des sites et des applications de rencontres comme Tinder, comme Mythic, comme OkCupid, ce genre de sites. Il parle aussi de la façon dont la vision des gens sur les relations amoureuses a évolué. C'est assez intéressant, surtout qu'il donne la parole à des gens, en fait, ils ont rencontré des personnes, ils ont fait des focus group, des sondages, des expériences, ce genre de choses, donc ça c'est assez intéressant à voir. Et pour moi, la partie la plus intéressante du livre, c'est la partie sur comment ces relations sont vécues en dehors des États-Unis. Donc il y a plusieurs études, une à Tokyo, une en Argentine, une à Dubaï et il y a Paris aussi, je crois. Donc ça pour moi c'est ce qui m'a le plus intéressé dans le livre, voir comment c'était vécu dans différentes cultures, dans différentes parties du monde. Voilà, là j'ai vraiment appris pas mal de choses assez intéressantes. Le seul petit problème de ce livre, et il le dit dans l'introduction, c'est que c'est très hétérocentré. Donc il ne se focalise quasiment que sur des couples hétéros. Donc on n'a pas du tout d'indication en ce qui concerne les couples homosexuels. Donc voilà, c'est vrai que ça manque un petit peu au livre, mais comme il l'a dit au début dans l'intro, ça mériterait un autre livre à part entière, donc ok. Voilà, c'était un essai assez simple à lire, assez divertissant, assez intéressant, que bah oui, je recommande pour ceux que le sujet intéresse. Malheureusement, il n'est pas traduit, mais c'est quand même assez facile à lire. Complètement dans un autre registre, j'ai lu un livre d'un auteur classique que j'aime vraiment beaucoup et que je ne vous présente plus. J'ai donc lu Le voyage dans le passé de Stefan Zweig, encore, oui, parce que j'aimerais bien à un certain moment dans ma vie avoir lu tous les livres de cet auteur. Il y en a beaucoup. C'est un tout petit livre, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai pas amené, mais il fait, je sais pas, peut-être 80 pages, 90 pages. Donc c'est un très court roman ou une très longue nouvelle, vous choisissez. Encore une fois, on retrouve l'écriture frappante de Stefan Zweig et son point fort pour moi dans ses romans, c'est la façon dont il décrit les sentiments et les interactions entre les personnes.
Voilà, j'en avais déjà parlé quand j'ai évoqué La confusion des sentiments ou L'être d'une inconnue. Voilà, on retrouve vraiment la touche de Stefan Zweig dans cette description des sentiments. Alors dans ce livre, il s'agit d'un couple qui était fou amoureux et qui ont dû se séparer quand l'homme est parti en mission. Et ils se retrouvent 9 ans plus tard. Et évidemment, beaucoup de choses ont changé après 9 ans. Et voilà, c'est la façon dont leur relation a évolué, comment ça se passe en fait quand on retrouve quelqu'un pour qui on a des sentiments aussi forts après aussi longtemps. Voilà, comme vous vous en doutez, c'est pas très optimiste, ça se finit pas très bien. Voilà, je vais pas spoiler le roman, mais encore une fois, c'est une écriture très 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 sensible sur un sujet assez difficile à aborder que nous livre ici l'auteur, et c'est vraiment un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai lu un roman d'un auteur que je n'avais jamais lu et que pourtant tout le monde aime vraiment beaucoup. J'ai lu La balade de l'impossible de Haruki Murakami. Donc oui, c'est mon premier Murakami, j'ai jamais réussi à sauter le pas pour la raison que je sais pas, j'ai du mal avec la littérature asiatique. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup lu, mais je sais pas trop pourquoi, c'est pas une littérature qui m'attire spontanément. Et en fait, voilà, à force d'entendre tout le monde parler de Murakami, etc., je me suis dit bon, allez, on y va. Ça a été très dur pour moi de choisir un livre, quel livre j'avais vraiment envie de lire. Et le résumé de La balade de l'impossible me faisait vraiment envie. Sur la quatrième de couverture, on le compare à Salinger et à Fitzgerald. À plusieurs reprises dans le roman aussi, on compare le héros à Holden de L'Attrape-Cœur. Donc voilà, évidemment, vous savez que L'Attrape-Cœur est un de mes livres préférés, que Fitzgerald est un de mes auteurs préférés. Donc quand ces deux-là sont mentionnés, voilà, je me suis dit je peux me lancer dedans les yeux fermés. Je sais pas si j'ai été déçue, parce que j'attendais pas grand-chose, mais en fait je sais pas trop ce que j'ai pensé de ce livre. J'ai pas détesté, j'ai pas adoré non plus. Je pense que je suis passée à côté de quelque chose. C'est vrai que voilà, on assiste à plusieurs années de la vie de Watanabe, qui est un adolescent dans la jeune vingtaine. Donc c'est, voilà, on parle de ses premiers amours, c'est son temps à l'université. Voilà. Ce qui m'a beaucoup gênée dans ce livre, ce sont les personnages. En fait, j'ai pas réussi à accrocher aux personnages. Et j'ai trouvé que leurs interactions et leurs relations étaient un peu étranges. Ça parle de sexe tout le temps. Alors, pas que ce soit quelque chose qui me perturbe ou qui me dérange profondément, loin de là. Mais là, j'ai trouvé que la façon dont le sexe et la vie sexuelle, les premières expériences, etc. étaient abordées, j'ai trouvé ça super bizarre. Ça sort de nulle part et voilà, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc au bout d'un moment, c'est un peu redondant. Et c'est vrai que ça m'a un peu dérangée dans ma lecture. Il y a des passages que j'ai pas très bien compris. Voilà, je sais pas trop comment décrire ce livre. Alors oui, c'est vrai que c'est des paysans. Oui, c'est bien écrit. Oui, c'est... voilà, on parle d'adolescence, on parle de premiers émois, etc. Alors oui, c'est intéressant, c'est bien raconté, mais j'ai trouvé certains passages assez longs. Et voilà, encore une fois, les personnages n'ont pas vraiment interpellé. Leur relation non plus, j'ai pas vraiment accroché, alors que pourtant, voilà, il y a des choses qui se passent et qui sont censées être touchantes ou... ouais, je sais pas. Je pense que je suis passée à côté, mais le point positif, c'est que j'ai bien aimé l'écriture de Murakami, donc peut-être que oui, j'aimerais bien retenter avec un autre de ses livres. Mais en tout cas, c'était pas une première expérience très fructueuse. Non, c'est pas le bon adjectif. Bref, voilà, je sais pas. On verra, voilà. Ensuite, pour ma prochaine lecture non-fiction, j'avais envie de quelque chose de plus autobiographique. J'avais demandé sur Twitter de l'aide pour choisir parmi plusieurs livres que j'avais dans ma palle. Et finalement, la plupart des gens ont voté pour Lettre à sa fille de Calamity Jane, dont je vous avais déjà parlé au début de l'année.
qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. C'est un tout petit livre qui fait 110 pages. J'avais découvert plus profondément Calamity Jane grâce à la trilogie de BD qui s'appelle Martha Jane Canary, donc son vrai nom, dont je me souviens plus des auteurs, mais je vous remettrai le lien en description. J'en avais parlé dans une de mes vidéos sur mes BD du mois. J'avais vraiment trouvé ça intéressant et j'avais envie de découvrir un peu plus qui était Calamity Jane. Et dans les recommandations à la fin de la BD, il y avait ce livre. Donc voilà, je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un tout petit livre. En fait, ce sont des lettres qu'elle écrit à sa fille, qu'elle a dû placer en adoption, donc qu'elle n'a jamais vraiment connue. Et en fait, elle lui écrit des lettres qu'elle ne lui a jamais envoyées. Ce sont des lettres qui ont été retrouvées par après et qui ont été publiées, etc. Le fait qu'elle n'ait jamais envoyé ces lettres, ça ajoute beaucoup à toute la dimension émotionnelle, je ne sais pas. Parce que voilà, ce sont des lettres très tendres. On découvre une Calamity Jane un peu loin de ce qu'on peut imaginer. Voilà, elle raconte sa vie dans le Midwest, elle raconte un peu tout ce qu'elle fait, etc. Et elle a vraiment des mots très tendres pour sa fille. C'est vraiment très touchant. J'ai vraiment beaucoup aimé lire la plume de cette femme. Et voilà, à la fin, on a aussi quelques lettres qu'elle écrit au père adoptif de sa fille, qui sont aussi très touchantes. Voilà, c'est un petit livre qui se lit très vite, très facilement, c'est écrit assez gros. Et ouais, voilà, c'était sympa, j'ai vraiment bien aimé. Et enfin, j'ai lu très rapidement un livre dont tout le monde parle en ce moment parce que le film va sortir. Je sais pas si je vais aller voir le film encore, peut-être. Et ça manquait pardon, à ma culture Harry Potteresque. J'ai lu donc Fantastic Beasts and Where to Find Them de J.K. Rowling, qui est donc un spin-off de la saga Harry Potter, qui est sorti il y a pas mal d'années et que j'avais pas lu. Ça se lit très vite, c'est très court, c'est sympa. Voilà, c'est pas une lecture indispensable. C'est vrai que quand on aime l'univers d'Harry Potter, etc., c'est sympa à lire. Mais voilà, en fait, c'est un dictionnaire de tous les animaux fantastiques qui se trouvent dans la saga, dans l'univers créé par J.K. Rowling. Voilà, c'est sympa, sans plus. C'est pas indispensable. Ce que j'ai bien aimé, enfin, c'est la même chose que j'ai bien aimé dans ce livre et dans. J'avais lu les contes de Beedle le Barde aussi. Ce sont les petites notes d'Harry, de Ron, etc. qui sont un peu partout dans le livre, c'est assez drôle. Voilà, sinon le livre en soi, bon, c'est pas indispensable, c'est un dictionnaire en fait des animaux. La plupart d'entre eux, on les voit même pas dans la saga, donc bon voilà, c'est sympa, c'est instructif. Ce que j'ai vraiment aimé par contre sur ce petit livre, c'est que voilà, pour moi, l'imagination de J.K. Rowling est incroyable. Parce que voilà, non seulement elle nous sort un univers très riche, très fourni, mais elle est aussi capable de nous sortir un dictionnaire super détaillé d'animaux qui n'existent pas. Moi je trouve ça incroyable. Voilà, sinon voilà, c'est sympa, mon petit cœur de mini Potterhead est contente d'avoir lu ce petit livre. Je sais pas encore si je vais aller voir le film, on verra. Voilà. Alors c'est tout pour ce point lecture. J'ai pas mal d'autres livres à lire d'ici la fin de l'année. Je vais essayer de rattraper un peu ma panne. Et voilà. Je sais pas quoi vous raconter d'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne semaine. Et je vous retrouve très vite. Bye!